Merci à tous d'être là. On a un café de l'IHU qui va être très intéressant. Tu peux rester là, Nicolas. C'est à toi, j'en ai pour 30 secondes. Avec notamment donc Nicolas Roussel de l'INRIA et qui représente l'INRIA pour notre région et avec qui on a maintenant développé je pense, une confiance et un intérêt mutuel qui sont vraiment intéressants et qu'il faut encore, je crois, développer pour aller plus loin, parce qu'on a énormément de choses à faire ensemble. Et puis après, on aura donc la présentation aussi de Olivier Villemain, qui est récemment arrivé. Je ne sais pas si vous le connaissez tous. Il fait des choses tout à fait passionnantes et qui vont nous ouvrir de nouvelles perspectives et opportunités avec l'échographie ultra rapide. Et on terminera avec Mélès qui nous fera un point sur le mécénat. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier. Merci d'être là et bonne session à tous. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis là en tant qu'ami, ami fondateur de l'IHU, donc j'ai pas mis de costume, j'ai rarement de cravate. Et donc, l'idée, c'est que je vais vous parler d'INRIA, du centre, de choses qui sont, je pense, un peu spécifiques peut-être à INRIA, un peu de santé aussi numérique et de ce qu'on pourrait peut-être faire ensemble au-delà de ce qu'on fait déjà. Il y a probablement trop de choses dans la présentation, j'ai transmise, donc à la fin, vous pourrez la voir et il y a peut-être des choses sur lesquelles je passerai un peu vite. Donc juste pour poser un peu le contexte, donc INRIA, c'est un institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, donc avec un cœur mathématique informatique, mais qui est en interface avec beaucoup de disciplines et donc au fil du temps, on a développé pas mal de recherches interdisciplinaires. Le numérique dévorant le monde, comme on dit. C'est un EPST qui a été créé en 1967, donc il y a une cinquantaine d'années. Il y a 9 centres en France, donc on n'est pas implanté dans tant d'endroits que ça, en fait. On fonctionne sur un modèle qui s'appelle l'équipe projet, sur lequel je vais revenir, dont l'essentiel est en partenariat avec d'autres établissements. Et donc, en termes de nombre de personnes, c'est un peu moins de 3000 personnes rémunérées par INRIA et un peu moins de 2000 rémunérées par d'autres établissements, notamment les universités, mais le CNRS, INSERM et d'autres. Et dans les EPST, donc CNRS, INSERM, INRIA, INRAE, on est le plus petit en termes de moyens. Alors, on aimerait bien avoir plus de moyens, mais d'un côté, des fois, être petit, ça permet aussi d'être un peu plus réactif ou plus proche, des fois, d'autres. Et alors, en Nouvelle-Aquitaine, donc on est implanté depuis 2002. Au départ, c'était dans le cadre de la création de 3 nouveaux centres INRIA à Saclay, Lille et Bordeaux. Et puis, en 2008, donc les centres ont été créés après 6 ans d'incubation. Et depuis 2012, on a des locaux propres et pas des locaux propres, ou ces locaux propres. Donc depuis 2012. On a donc des équipes projets, je vais revenir. On accompagne aussi des projets de start-up. Il y aura à un moment donné une liste. Et aujourd'hui, ça représente à peu près 430 personnes hors stagiaires. Et on retrouve un peu le même genre de proportion. Donc l'essentiel payé par INRIA et l'essentiel des gens qui sont payés par INRIA sont des scientifiques. Mais on a quand même pas mal de personnes dans des services d'appui qui sont là pour faire tourner le centre. Et en termes de budget, donc l'ordre de 18 millions d'euros. Alors l'équipe projet, donc c'est le modèle historique d'INRIA, c'est quoi? Donc c'est une équipe et un projet, on va dire. Oui. Alors donc une personnalité scientifique qui vient et qui dit je voudrais arriver à tel endroit dans une dizaine d'années. Donc on vise des choses à long terme. Une équipe projet, ça dure 12 ans maximum. Et 10-12 ans, c'est pas un horizon auquel on réfléchit si souvent que ça dans la recherche. On réfléchit facilement à 3 ans parce que c'est la durée d'une thèse. On réfléchit facilement à 4-5 ans parce que c'est la durée des projets qu'on soumet d'habitude. 10 ans, c'est difficile. Et donc on demande quelque chose qui paraisse pas forcément facilement atteignable à 10 ans. Et par contre, ce qui nous intéresse, c'est le chemin qu'on va suivre pour y arriver. Et le chemin, il y a un chemin scientifique, mais il y a aussi du développement technologique, il y a aussi du transfert, il y a aussi éventuellement une stratégie RH, parce que on peut démarrer en se disant, pour ce point-là, on aura besoin de compétences qu'on n'a pas, et donc il faudra qu'on soit capable de recruter à un moment. On discute avec les établissements qui pourraient être partenaires de cette équipe, et une fois qu'on est convaincu, on crée l'équipe, elle sera évaluée tous les 4 ans, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et par contre, au bout de 12 ans, elle sera arrêtée, quoi qu'il arrive. Et quand on dit arrêter, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on oblige les gens à rebattre les cartes. Donc, des fois, ils proposent une nouvelle équipe qui est en très forte continuité avec la précédente,
Mais comme c'est 12 ans, 12 ans s'est passé depuis qu'on leur a demandé d'écrire ce qu'ils voulaient faire, c'est pas inutile qu'on leur demande à nouveau ce qu'ils veulent faire, parce qu'en général, il y a des gens qui sont arrivés, il y en a qui sont partis, donc ça a un peu bougé. Et puis des fois, c'est des bifurcations fortes. Il y a quelques histoires assez connues dans l'Institut de gens qui, par exemple, faisaient de la vision robotique et puis ont bifurqué complètement vers la santé, par exemple. Et vous en connaissez, je crois. Et donc, quand l'équipe est créée, elle est très autonome dans son fonctionnement. Donc, l'équipe Projet Carmen, dont il y a des membres dans la salle, c'est Yves Coudière qui est responsable. Yves décide de tout ce qui se passe dans l'équipe. D'accord, moi, je dirige le centre, lui, il dirige l'équipe. Et elle est appuyée donc par des services. Et les services peut-être les plus intéressants dans ce genre de discussion, c'est ce qu'on appelle le CED, Service Expérimentation et Développement, et le STIP, Transfert, Innovation, Partenariat, parce que c'est probablement ces deux services-là qui font la différence avec d'autres établissements. Tout le monde a un service juridique, tout le monde a un service RH, tout le monde a un service com. Par contre, un service dédié au développement technologique et un service dédié au transfert, comme nous, on l'a en proximité forte avec les équipes, ça, c'est beaucoup plus singulier, on va dire. Et par ailleurs, on a toute une batterie de dispositifs qui permettent de soutenir l'équipe. On finance des thèses, on fait des équipes associées à l'international, on accueille des chercheurs étrangers, on fait des défis aussi qui associent plusieurs équipes, souvent avec des industriels, pour résoudre des projets qu'une seule équipe peut pas traiter. Et la phrase en bas, bon, c'est une phrase que notre PDG aime bien dire. Donc l'excellence n'est pas une stratégie, mais une exigence. Donc le but, c'est pas d'avoir des super bons scientifiques. L'idée, c'est plutôt, il nous faut des bons scientifiques pour faire quelque chose derrière. Et en fait, ça renvoie aussi au fait qu'on a deux ministères de tutelle, le ministère de la Recherche, mais aussi le ministère de l'Économie, et que dans nos missions, il y a faire de la très bonne recherche, ça c'est normal, mais il y a aussi participer à l'innovation dans le numérique et être un moteur de l'innovation dans le numérique. Donc sur les équipes projets à Bordeaux, on en a donc aujourd'hui 20, plus 2 à Pau. C'est toujours très compliqué quand on doit raconter, chaque fois que quelqu'un nous demande sur quoi vous travaillez, on peut prendre les équipes une par une. Tout à l'heure, j'étais au centre, il y a Yves Coudière qui est en train de parler de santé numérique au centre INRIA. Et j'ai dit, je peux dire, alors j'ai l'équipe qui fait du Galerkin discontinu, j'ai l'équipe qui fait des isogénies de variété abélienne, j'ai l'équipe qui fait de la réalité mixte, et peut-être que les 3 trucs que je viens de vous dire vous parlent pas du tout, et c'est souvent comme ça, en fait, les gens en face, c'est pas des spécialistes de nos sujets. Donc on essaye de regrouper ça sur des thèmes qui ont un peu de sens. Donc là, il y a quelques mots-clés qui sont mis. On essaye aussi des fois de faire des expositions à base de posters très grand public pour essayer de faire comprendre un peu sur quoi on travaille. En bas, vous allez me dire c'est quoi le rapport avec les 7 ERC. Il y en a pas, c'est juste que je savais pas où les mettre. Donc, mais c'est une façon de dire, quand je vous dis l'excellence scientifique, c'est une exigence. Voilà, il y a des témoignages externes du fait que ce qui se passe est plutôt bon. On a un chantier depuis presque 2 ans maintenant qui est d'essayer de raconter ce qu'on fait sous forme de discours transverse. Donc ça, c'est les thèmes sur lesquels les équipes ont réussi à se mettre d'accord, sur lesquels on essaye maintenant de raconter des histoires. Et donc c'est pour ça que je vous disais que Yves est là en ce moment dans le centre, dans le cadre d'un truc où l'histoire sur la santé numérique et l'histoire sur l'aéronautique, espace défense sont en train d'être racontées en interne pour des visions un peu transverses. Et le 27 mai, on va célébrer le lancement d'une nouvelle équipe qui travaille notamment sur des sujets éducation ou climat et numérique. Donc, si vous voulez venir le 27 mai après-midi, vous êtes les bienvenus dans le centre pour entendre ce que fait cette équipe sur ces sujets. Alors, les équipes sont en partenariat avec l'Université de Bordeaux, principalement. On va dire que c'est le 2e employeur de personnel dans le centre. Et puis aussi l'UPPA à Pau, Bordeaux INP, les organismes, CNRS, Inserminae. Alors, on a aussi 3 équipes communes avec des gros industriels, donc Naval Group, Total Energy, Airbus. Et ça, c'est quelque chose qu'on a lancé assez récemment. Enfin, ça fait que quelques années qu'on fait des équipes dans lesquelles les industriels ont une place au même titre, on va dire, et de même importance que l'université ou le CNRS, par exemple. Et évidemment, toutes ces équipes, elles sont aussi, enfin, les membres de nos équipes projets sont souvent membres d'autres trucs. Donc, typiquement, des unités mixtes de recherche, CNRS ou pas, de l'IHU lyrique, l'IHU VBHI et d'autres choses. Alors, ça donne des schémas comme ça.
où tout ce qui est rouge, c'est une RIA, tout ce qui est pas rouge, c'est pas une RIA, et on voit que des fois, alors quand c'est rouge foncé, c'est qu'il y a un parfait alignement entre les tutelles de la boîte qui n'est pas rouge et les tutelles de la boîte rouge. Donc ça parle pas forcément à beaucoup de monde dans la salle, mais c'est pour expliquer que des fois les discussions, notamment sur tout ce qui est contractuel, sont des fois un peu compliquées parce que c'est les mêmes gens, mais on les regarde par des prismes un peu différents. Alors j'avais souvent je disais c'est comme le rugby à 7 et le rugby à 15, c'est les mêmes règles, mais c'est pas tout à fait. Non, justement, pardon. Merde, ça y est, je suis démasqué. Je ne suis pas du Sud-Ouest. Donc même ballon, même chaussures, même terrain, pas les mêmes règles. Et jusque-là, j'étais embêté parce que j'avais pas beaucoup d'exemples de joueurs particulièrement brillants qui étaient à la fois joueurs de rugby à 15 et rugby à 7. Heureusement, est arrivé Monsieur Dupont. Et donc maintenant, les gens peuvent comprendre que oui, on peut mettre un excellent joueur de rugby à la fois dans le rugby à 7 et dans le rugby à 15. Et suivant dans quelle équipe il joue, c'est pas tout à fait avec les mêmes règles. Donc j'ai parlé de développement technologique, on fait quand même essentiellement du logiciel et on a quelques très beaux logiciels. Et là, dans la petite liste que j'ai mis, là, vous voyez Made in Rea, que vous connaissez bien ici. Vous voyez Sofa, que vous connaissez aussi, je pense. Donc il y a quand même des gros logiciels développés par INRIA et maintenus dans la durée. Et pour les maintenir dans la durée, ce qu'on fait depuis maintenant une dizaine d'années, c'est qu'on essaye de créer des consortiums dans lesquels des industriels ou des établissements académiques mettent un peu de moyens pour assurer la présence permanente d'ingénieurs qui permettent de maintenir les logiciels. On soutient le logiciel libre depuis quasiment la création de l'Institut. Et puis, de temps en temps, quand même, on conçoit aussi des dispositifs matériels. Et puis, on a des équipements. Donc, l'image tout à droite, qui est un peu mangée, c'est la plateforme de calcul Plafrim qu'on héberge. Et puis, les trois autres, c'est des choses qui ont été conçues et fabriquées par des équipes du centre. Alors des fois, donc au milieu, ici, c'est une table en réalité augmentée pour simuler des manips d'optique. Donc au lieu d'avoir un vrai laser qui coûte cher, qui est fragile et qui peut abîmer les yeux, on fait une projection virtuelle d'un laser virtuel, mais qu'on peut manipuler en manipulant les objets physiques. Donc ça nécessite un peu de travail. Là, ici, c'est encore plus de boulot. Ça, c'est un dispositif qui pèse littéralement une tonne. C'est un bras robotisé au bout duquel on met un appareil photo dans un dôme dans lequel il y a 1 millier de LED et ce qui permet de mettre un objet au milieu, de l'éclairer de plein de façons différentes et sous plein d'angles différents et de prendre des photos à haute résolution pour capturer de manière très fine la façon dont l'objet renvoie la lumière. Et ça, par exemple, ça a été utilisé pour numériser des vêtements anciens du musée d'ethnographie de Bordeaux, qu'on peut pas sortir souvent des placards parce qu'ils sont très fragiles. Et donc construire ça, c'est complexe. Donc typiquement sur ce que vous faites à l'IHU, on est, je pense, assez peu présent sur la partie dispositif physique, capteur, etc. Mais bon, on pourrait éventuellement se lancer dans ce genre de choses. Sur le transfert et l'innovation, deux, trois phrases importantes. Donc d'abord, nous on considère que le transfert c'est une source de dépenses, c'est pas une source de recettes. Et à chaque fois que je le dis, il y a beaucoup de gens dans la pièce qui font oui, puis en général, la personne suivante dit oui, il faut faire des contrats pour récupérer de l'argent. Et donc, du coup, je pense que c'est vraiment important de le dire. On sait que ça coûte. Quand je dis qu'on a un service transfert, aujourd'hui, il y a 6 personnes dedans. Ça coûte d'avoir pour 22 équipes, avoir 6 personnes à temps plein qui s'occupent des relations avec les industriels, du montage de contrats, etc. C'est quand même énorme. Donc on sait que ça coûte et on le fait pas pour que ça rapporte de l'argent, on le fait pour que les choses sortent plus facilement et partent ensuite donc la phrase du bas l'explique bien. L'idée c'est que ça sorte et il y a plein de façons de faire sortir. On peut écrire des standards, notamment pour ce qui concerne les logiciels. On peut diffuser du logiciel, y compris open source. On peut faire des partenariats avec des entreprises. On peut aussi faire des startups et on fait à peu près tout ça. Et puis au milieu, il y a quelques arguments pour expliquer que la façon dont l'innovation marche dans le numérique est assez différente de ce qui se passe dans d'autres domaines. Il y a des domaines dans lesquels il faut des investissements très lourds en équipement, dans lesquels il y a quelque chose d'assez linéaire entre le moment où on a quelque chose qui marche à peu près et puis le moment où on arrive à faire un produit, parce qu'on sait qu'il faut investir beaucoup dans la durée et où ce qui compte, c'est ce que les gens fabriquent ou ce qu'ils écrivent dans des brevets, alors que chez nous, en fait, des fois, les trajectoires peuvent être beaucoup plus rapides. Donc nous, on n'aime pas l'échelle TRL, pour ceux qui ça parle, mais dans le numérique, on pourrait très bien passer d'un TRL 1.2 à un TRL 6.7 très vite, des fois juste en changeant de domaine, en prenant un truc qui marchotait à peu près
sur un domaine et où on se rend compte que ça marche beaucoup mieux sur cet autre domaine où les données sont peut-être plus nombreuses, de meilleure qualité, par exemple. Et donc, il y a des moments d'accélération. Et puis, le fait qu'il y ait peu de barrières à l'entrée et le passage à l'échelle facilité, bah justement, ça conduit ça à des débuts d'innovation qui sont plus rapides parce que vous achetez un bon ordinateur portable, vous pouvez déjà faire plein de trucs dessus, y compris des grosses quantités de calcul. Et puis, le jour où vous avez quelque chose qui tourne bien sur votre machine, si vous voulez en faire une appli distribuée à plein de patients, et ben aujourd'hui il y a des app stores qui permettent de distribuer largement des applis. Si vous voulez faire des trucs en mode cloud, SaaS ou autre, c'est pareil, il y a des tas d'infrastructures qui existent et donc on n'a pas à tout fabriquer, quoi. Donc, un mot rapide sur les partenariats stratégiques pour dire que c'est quelque chose sur lequel on a été très actif ces dernières années. On a signé plein de partenariats avec des grosses boîtes avec lesquelles on faisait des fois un petit peu de choses avant, mais pas de manière très, très forte. Et dans le tas, là, vous voyez par exemple Dassault Systèmes. Et Dassault Systèmes, bah, c'est la boîte qui porte Meditwin. Donc, je parlerai pas parce que j'ai pas en fait grand chose à dire dessus, mais éventuellement, on peut en discuter un petit peu. L'autre chose, donc, c'est la création de start-up. Pourquoi accompagner les créations de start-up? Parce que ça oblige à réfléchir à plein de choses qui sont pas techniques et que ça, les scientifiques le font pas forcément et c'est pas, non, ça c'est normal, c'est pas forcément leur job. Donc ça s'accompagne. Et aujourd'hui, on a un dispositif d'accompagnement qui peut, par exemple, payer une ou deux personnes pendant un an pour pour mieux définir, concevoir le projet de start-up. Et ça, c'est assez unique la façon dont ça se passe. Et en bas, là, c'est la liste des projets de start-up qu'on a accompagnés au fil du temps. Et il n'y a pas, cherchez pas, il n'y a pas Inart, parce que Inart est rattaché au centre de Sofia et que là, j'ai mis celle de Bordeaux, d'accord, mais j'hésite des fois à mettre Inart là-dedans. Et quand il y a une petite médaille, c'est que la start-up a fait soit des grosses levées de fonds, soit a gagné des prix iLab, iPhD et autres. Comment? Yari Brain, oui, bien sûr. Ouais. Appui aux politiques publiques, juste pour dire que c'est une autre de nos missions et ça va se traduire notamment par le pilotage de l'agence de programmes numériques, algorithmes, logiciels, usages qui est en train de se mettre en place et donc peut-être on pourra en parler un jour. Évidemment, tout ça se fait en partenariat, donc avec les établissements que j'ai déjà cités, mais aussi la région Aquitaine, la région académique, donc pour l'éducation nationale et plein d'autres partenaires. Et donc, si on regarde maintenant un peu plus, parce que le temps passe et je voudrais pas manger les 20 minutes en parlant tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur santé numérique, plus précisément à Bordeaux? Alors, j'ai essayé de retrouver les dates exactes des différents trucs. Je pense que si je me trompe pas de beaucoup. Et donc, je pense que la première équipe vraiment santé, c'était Carmen au moment du démarrage de l'IHU. Ensuite, donc, il y a eu Mnémosine, c'est Frédéric Alexandre et d'autres, mais qui arrivaient de Nancy pour travailler avec Thomas Borot et d'autres gens à l'Institut des maladies neurodégénératives. Puis, il y a eu l'équipe système de Rodolphe Thiebaud en lien avec BPH. Puis, il y a eu l'équipe Monk, qui est maintenant dirigée par Claire Poignard. C'était Olivier Sau avant. Donc il y a eu, on voit bien 11, 12, 13, 14, mais en fait ça correspond à la vague on va dire, de croissance du sujet santé numérique chez Inria. Et donc il y a eu des recrutements, il y a eu des créations d'équipes. Puis après il y a un petit creux, mais ce qui est intéressant, c'est l'EUR, ça s'appelait à l'époque, maintenant Graduate Programme Santé publique numérique, qui était porté par Rodolphe Thiebaud. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle fédère beaucoup d'équipes, au-delà de celles qu'il y a là. Donc, il y a à peu près un tiers des équipes du centre qui sont dans ce projet ou dans le réseau de recherche impulsion ensuite. Et donc, moi, ce que j'aime beaucoup à Bordeaux sur l'activité santé numérique, c'est que chacune est dans son domaine, on va dire, chaque équipe, mais il se passe des choses entre les équipes, des fois côté formation, des fois côté recherche. Et puis, donc, il y a eu Cap Santé numérique, le CMA l'an dernier. Et puis là, il y a le deuxième IHU dans lequel on retrouve des équipes qui étaient, système était déjà tagué santé, mais Flowers, Potioc, pas forcément. Et donc, on a un bon noyau là d'équipes qui sont sur ces sujets. Et en parallèle, ces dernières années, je suis assez content de voir qu'il y a des gens, notamment du service expérimentation développement, qui ont travaillé avec vous sur les aspects accès aux données, moyens de calcul, etc. Et donc, même si moi, aujourd'hui, j'ai pas forcément une vision très, très claire de où est-ce qu'on en est et de ce qui reste à faire, ce que j'entends, c'est que ça a quand même beaucoup progressé et qu'on arrive au point où on doit pouvoir faire des choses plus fortes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est Café IHU, donc, what else? Alors, déjà, on a discuté encore la semaine dernière de la possibilité de faire une nouvelle équipe projet en lien fort avec le Lyric qui serait en fait basée
tel que je le comprends sur l'équipe sciences des données multimodales. Donc partout où il y a des points d'interrogation, je suis pas sûr de mon coup, d'accord? Partout où c'est en gras, ça vous concerne. Il y a des discussions déjà depuis un moment sur une autre équipe en santé qui serait plutôt sur des aspects très informatiques avec BPH. Il y a quelque chose que je pense qu'il faut qu'on continue de développer, c'est comment on peut appuyer plus fortement le volet données, calcul, développement technologique de manière générale, et puis comment on peut ensemble aller faire des actions sur le volet innovation. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter à la création de start-up? Qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être augmenter le nombre de partenariats qu'il y a avec des entreprises sur les sujets santé? Et puis après, il y a une interrogation en ce moment, donc des choses que je discute beaucoup avec Rodolphe Thiebaud, d'autant plus maintenant qu'il a pris la direction de BPH. Donc donc nous on a le sentiment que ça vaudrait le coup qu'on mette en avant une spécialité un peu santé publique numérique. Donc pourquoi? Parce que d'abord dans toute la France vous allez trouver des gens qui vous disent qu'ils font de la santé numérique. Donc ça c'est pas différenciant. Donc si on veut se différencier, faut trouver un truc qui est pas juste santé numérique. Ensuite il y a un mouvement quand même global qui va du soin vers la prévention et on a l'impression, et là c'est plus des gens comme Rodolphe ou d'autres médecins à qui on parle, qui disent le numérique paraît encore un peu sous-utilisé. En fait, on a fait beaucoup pour la médecine personnalisée, la médecine de précision, mais sur les populations, peut-être on n'a pas tant fait que ça, et donc peut-être c'est le moment là de passer à cette échelle-là. Puis après, il y a des atouts spécifiques à Bordeaux avec BPH, l'ISPED, les cohortes, les IHU. Où il y a déjà une partie qui peut être en lien avec ça. Donc là, dans les sujets qu'on a discutés, mais sans vous, il y aurait pas moyen de faire un truc qui serait un peu santé publique en cardio, par exemple. Donc on a commencé à un peu en parler avec Pierre, Maxime et j'ai oublié qui c'est qui était avec nous l'autre jour. Non. Bon, ça va me revenir. Enfin bon, bref, donc c'est un sujet qui est sur la table. Et puis, mais de la même manière, on se pose aussi des questions sur d'autres sujets, type cancérologie, comment on pourrait faire un lien avec le volet santé publique. Et l'idée, c'est pas de dire il faut absolument faire ça, c'est que ça permettrait de faire à nouveau un truc un peu transverse, comme je vous disais je pense que c'est intéressant de chercher des choses transverses. Et puis, on se pose aussi la question de comment on peut faire pour ancrer ça au niveau international, où est-ce qu'on peut trouver des gens à l'international qui réfléchissent à ça. Et donc, je suis arrivé finalement au bout de mes 20 minutes, mais on peut tricher peut-être, et en prendre 2-3 pour échanger avec vous, mais on en est là, et moi je pense que c'est à la fois intéressant parce qu'il y a plein de choses qui sont en place, il y a déjà plein de connexions entre elles, il faut qu'on les développe. Un truc dont je vais pas parler, c'est le projet de cluster IA Baya, dans lequel il y avait une grosse dimension santé. Donc il va pas être financé, mais il faut surtout pas laisser tomber l'idée de faire des choses en IA pour la santé. Donc voilà, c'est le bon moment de discuter de ce qu'on a envie de faire globalement sur santé numérique, entre INRIA et puis les partenaires du site, et à travers l'IHU Lyrique, qui est quand même un très bon vecteur depuis... on a vu que c'était le premier, en fait. Est-ce que quelqu'un... Et je dirais, pour ajouter au début de l'IHU, on n'a même pas eu à batailler. Hein. Ça a été une évidence que, effectivement, comment il s'appelait, celle qui était à la tête de l'INRIA déjà, Monique Tonat. Ouais. Voilà, Monique Tonat, ça a été une évidence qu'effectivement, il fallait créer une équipe INRIA et l'adosser à la santé avec l'IHU Lyrique. Ça, c'est sûr que ça a été assez facile. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que parce que le même genre de questions s'est posé pour VBHI, et la réponse était aussi évidente. Mais pourtant, moi, je suis conscient de notre taille et de notre rôle dans chacun des IHU. C'est pas, mais on peut être petit et faire qu'un petit bout, mais être utile. C'est ça que je veux dire, quoi. Et donc, moi, je pense que c'est très bien qu'on soit fondateur de Lyric, c'est très bien qu'on soit fondateur de VBHI. J'ai déjà dit plein de fois des deux côtés que je pense que du coup, on va pouvoir comparer ce qui se passe des deux côtés et que j'espère que ça va faire un truc où c'est pas de la compétition, mais où on verra que tiens, on a fait ça là et ça marche bien, on peut le refaire de l'autre côté. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'arriver à mettre en place des choses, notamment sur les données, les moyens de calcul, qui servent aux deux IHU, qui servent à l'ensemble des équipes INRIA ou pas en santé numérique.
puisque au moment où nous, on est déjà bien impliqués dans le lyrique, dans le VBHI, avec BPH, en parallèle, le Labri, par exemple, travaille beaucoup avec Santi, et c'est des sujets différents, mais il y a plein de problèmes communs au final. On continue de décloisonner la recherche. On continue d'arrêter de travailler en silo et d'essayer vraiment de mettre toutes les expertises autour, effectivement, de toutes ces... Oui, puis les agences de programme, dans les agences de programme, il va y avoir, en tout cas chez nous, il y a le premier programme nouveau qu'on va lancer, c'est le programme sur la recherche à risque. Et donc, alors c'est quoi de la recherche à risque? On pourrait discuter longtemps. Mais en tout cas, c'est clair que dans la notion de risque, il y a souvent des choses qui se retrouvent à l'interdisciplinarité, où on sait que ça va pas forcément être facile à valoriser d'un côté ou de l'autre au début. On sait qu'on n'est pas forcément super bien armé, qu'on n'est pas très nombreux. Donc voilà, il y a aussi des choses. C'est pour ça qu'il faut peut-être réfléchir à des choses qu'on pense intéressantes à faire, mais qu'on est incapable de faire aujourd'hui. Et de se donner une trajectoire en disant, voilà, ça c'est l'objectif dans quelques années. Est-ce qu'on arriverait à faire venir quelqu'un qui serait sur ce sujet ou à former les gens pour qu'ils soient en capacité de porter des trucs dans quelques années? Est-ce qu'il y a des questions pour Nicolas ou des commentaires? Moi, je veux te remercier, Nicolas. Ça fait longtemps maintenant qu'on interagit et à chaque fois qu'on travaille avec l'INRIA, on rencontre un interlocuteur qui est très constructif, très positif. Pas sûr que ça soit la réputation que j'ai, mais, mais merci. Enfin, c'est notre ressenti ici, ça c'est bon. clair. On aimerait pouvoir dire ça de tout le monde dans notre environnement. C'est pas le cas, mais chez vous, c'est vraiment tout à fait remarquable, intéressant. Et puis, il y a quand même pas beaucoup d'aspects de la recherche maintenant qui ne font pas appel à vos compétences, en fait. Et on le voit de plus en plus. Et tous ces gros projets sur la prévention. Moi, je pense que le numérique, ça va révolutionner la prévention. Ça va permettre de faire des choses automatiques qui seront beaucoup plus puissantes que les lettres que la CPAM nous envoie quand on a 50 ans et qu'il faut faire un dépistage. Je crois qu'il y a des opportunités là et que vous avez un rôle à jouer là-dessus. Pour ce qui est de cette épidémiologie en cardiologie, c'est quelque chose dont on parle avec Rodolphe depuis plusieurs années. Il était prêt, lui, à financer un poste dédié à ça. Malheureusement, on n'a pas identifié de candidat. Pendant un moment, j'ai eu une piste, mais ça, je n'ai jamais concrétisé. Mais j'espère qu'on pourra le faire, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités là. Et puis, on sort d'une réunion que Rick avait organisée avec Barbara Casadei sur UK Biobank. Et là aussi, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait les Anglais. Et je pense qu'il y a des choses à faire avec vous sur les opportunités qu'offre cette biobanque qui est vraiment tout à fait remarquable. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avec vous et on est bien sûr très excités à l'idée de créer une équipe supplémentaire sur le lyrique et on a commencé à bien discuter du périmètre qu'on veut lui donner, un travail en cours. Mais pour ça aussi, je veux te remercier parce que tu as été moteur là-dessus. Merci beaucoup. Peut-être pour terminer, une phrase quelque chose que j'ai dit ce matin avec des interlocuteurs qui n'ont rien à voir, qui étaient plutôt sur le secteur défense. C'est presque plus facile de créer quelque chose aujourd'hui sur lequel on n'a personne. Parce qu'en fait, quand on a les compétences, malheureusement ou heureusement, les gens sont très très occupés. Ils ont déjà plein de sujets, plein de collaborations, et c'est très dur de prendre une équipe qui est déjà bien installée et d'arriver à les convaincre de se lancer sur une nouvelle thématique ou de faire un fork, comme on dirait chez nous, de prendre des gens, de les extraire de cette équipe et d'en faire une nouvelle. Et donc, franchement, je vous encourage à réfléchir à des sujets sur lesquels on n'est pas capable aujourd'hui de faire quelque chose parce que c'est un défi, mais c'est peut-être au final plus facile que d'essayer de faire bifurquer des gens qui sont très bien là où ils sont et qui sont très bons en fait. Excellente remarque. Bon, merci en tout cas. Merci Nicolas.
Bonjour à tous. La présentation précédente, c'est une super introduction sur l'équipe projet Ultrafast et le fait qu'effectivement, l'idée est de créer quelque chose de nouveau ici à l'IHU autour de l'imagerie ultra rapide, ultrasonore. Et donc, ma présentation va être en deux parties. D'abord, une partie assez théorique sur l'Ultrafast Imaging, où vous expliquer ce que c'est. Et ensuite, pendant 10 minutes, d'essayer de vous expliquer le projet, donc ce qu'on essaie de bâtir ici à l'IHU et les moyens qu'on a mis. Alors, avant de vous parler d'imagerie ultra rapide, juste une diapositive pour vous rappeler le contexte de l'imagerie ultrasonore. En fait, souvent, surtout dans nos pays, je dirais, on oublie un petit peu les ultrasons, c'est un peu le parent pauvre de l'imagerie, on voit ça comme quelque chose d'acquis. Et il y a énormément d'équipes de recherche qui mettent des énormes moyens sur d'autres types d'imagerie, notamment l'IRM ou l'imagerie nucléaire. Mais l'imagerie ultrasonore reste quelque chose d'extrêmement important dans le marché mondial. C'est pour ça que les industriels sont extrêmement intéressés par ce type de technique et notamment de nouvelles technologies. Et la chance qu'on a, nous, dans le domaine de la cardiologie, c'est que ça reste le bras armé du cardiologue. Autrement dit, les applications des ultrasons en médecine, un tiers sont dédiés à la cardiologie, ce qui est quand même très spécifique. Alors, le paradoxe de l'imagerie ultrasonore, c'est pas ce pauvre bonhomme qui se fait frapper, c'est que depuis 50 ans, donc ça existe depuis environ 1970-75, toute l'imagerie ultrasonore repose sur un concept physique très simple, on appelle ça de l'imagerie focalisée. C'est-à-dire qu'on doit émettre une onde acoustique, on doit la focaliser, et puis répéter ce phénomène, recevoir l'information acoustique et recréer une image. Alors, je vous explique ça parce que il suffit de visualiser, ça prend beaucoup de temps à la machine. Ça doit faire une émission, répéter une émission, recevoir toutes les informations, et grâce à cette information, délivrer une image. La rupture, donc le nouveau paradigme dans l'imagerie ultra rapide, c'est d'émettre dans tout le milieu, donc de non focaliser l'énergie acoustique, de recevoir toute l'information qui vient du milieu et d'être capable de recréer l'image. C'est vraiment la différence entre l'imagerie ultrasonore conventionnelle et l'imagerie ultra rapide. On va voir qu'il y a différents intérêts, mais un des principaux, c'est la vidéo que vous voyez. C'est que si vous voyez en temps réel, vous voyez pas grand-chose. Mais si vous voyez en très haute cadence d'image, vous allez pouvoir accéder à plein de nouvelles informations. Et à titre d'exemple, la manière dont le tissu se déforme quand il est stimulé, et là, vous voyez une onde se propager sur la joue, vous allez voir que cette onde peut être parfois intéressante. Alors, une chose qui est importante à comprendre, et puis à nouveau, c'est un beau rebond sur la présentation précédente, c'est pas une révolution en physique acoustique, c'est plus la combinaison entre computer science, donc la science électronique, et la physique acoustique. Et en fait, on a pu combiner les deux entre 2004 et 2005, quand les premiers GPU sont arrivés, donc le cœur battant de nos ordinateurs, qui nous ont permis de post-traiter de plus en plus rapidement, d'avoir accès à une charge de données de plus en plus forte, et donc finalement de délivrer plus en plus d'informations en un temps donné. Et donc on a combiné cette capacité d'ordinateur avec ces concepts physiques pour pouvoir améliorer la qualité des images, mais aussi la quantité d'images en un temps donné. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut légitimement se poser la question de dire à quoi ça peut servir en cardiologie. Alors, souvent je dis, et je pense fortement, que je pense que personne n'a la réponse, parce que c'est une nouvelle technologie, donc on se pose la question. Et donc je pense que ce slide est en partie erroné, parce qu'on a pensé des choses il y a quelques années, mais on en pense à des nouvelles maintenant. Et je vais juste vous donner quelques exemples de ce qui a été fait, et ça peut vous illustrer finalement pourquoi c'est intéressant parfois d'avoir une très haute cadence d'image ou une haute sensibilité dans le signal. Alors, un premier exemple, dans l'imagerie magnétique, on a développé beaucoup d'énergie pour comprendre le tissu. Et une des techniques qui a été développée, c'est le DTI. Donc, c'est la capacité finalement de comprendre l'orientation des fibres musculaires. Et en fait, par ultrason, si on a accès à tout champ acoustique, à un temps donné, on peut repérer les fibres myocardiques grâce à leur cohérence acoustique. Autrement dit, on peut déterminer l'orientation des fibres du myocarde et les suivre au cours du temps.
parce qu'il a grosse force par rapport au DTI. Donc, on a appelé ça le BTI. C'est finalement notre capacité à voir les fibres myocardiques et à les voir à cœur battant. Parce que la petite vidéo que vous voyez, c'est à cœur battant et durant le cycle cardiaque, elle évolue. Une autre application potentielle, c'est que comme on peut voir des événements très rapides, on a une très haute résolution temporelle, on peut voir des événements très rapides ou très courts. Une des choses qu'on peut voir, c'est des micro-vibrations, donc des vibrations naturelles qui ont lieu dans le myocarde. Et il y a des concepts physiques très très simples qui lient la vitesse de ces vibrations avec les propriétés viscoélastiques du tissu, en l'occurrence le myocarde. Et donc, en visualisant ces vibrations, on peut estimer la rigidité du myocarde. Et donc, ça s'appelle la myocardial stiffness, la rigidité du myocarde. Et c'est un champ d'exploration et d'application, surtout de l'imagerie à haute cadence d'image, qui est assez nouvelle, mais qui est très riche dans la physiologie cardiaque. Alors, une autre application, et c'est en lien avec ce que je viens de vous dire, c'est comme on peut voir des micro-déplacements, on peut aussi les cartographier. Et donc, une des choses qu'on peut s'amuser à faire, je dirais, c'est de cartographier l'activité mécanique cardiaque et d'en déduire la stimulation électrique. Donc, c'est une chose qui peut être uniquement faite si on a une bonne résolution spatiale et une très haute résolution temporelle. On peut aller dépister les micro-déplacements musculaires durant la dépolarisation et le suivre, ce qui nous permet d'en déduire l'activation électrique sous-jacente. Alors, on a parlé de la structure du tissu, on a parlé du déplacement du tissu. Enfin, on peut aller voir le sang, tout simplement. Grâce à l'imagerie non focalisée, on a une sensibilité qui est dans un autre ordre de grandeur par rapport aux imageries qu'on connaît. Et donc là, c'est un exemple juste pour vous illustrer le fait qu'on peut aller dépister des flux sanguins d'une manière beaucoup plus fine. C'est assez simple à comprendre, on utilise des filtres, ce qu'on appelle des clutter filters, des filtres entre l'information tissulaire et sanguine, parce que c'est pas du tout les mêmes propriétés acoustiques. Et comme on est très sensible à tout le milieu, on peut très vite évacuer l'information du tissu et finalement visualiser uniquement le sang. Et ça nous permet d'aller dépister finalement l'ensemble du sang avec une résolution, avec une sensitivité, une résolution spatiale extrêmement forte de l'ordre du micromètre. Alors, je sais qu'il y a exclusivement quasiment des cardiologues dans la salle, mais moi je suis cardiopédiatre. Et donc, un des champs qui nous a intéressés, donc on triche parce que chez les bébés, on a une fontanelle. Mais on s'est dit, tiens, si on peut faire ça sur le cœur, allons le faire sur le cerveau. Et donc, on s'est intéressé, grâce à notre technique d'imagerie qui est très sensible, on s'est intéressé à la perfusion du cerveau. Et c'est juste un exemple pour vous dire qu'au-delà de la technologie, on peut l'appliquer dans plein d'autres domaines. Et dans la neurologie, c'est intéressant parce que comme maintenant on est très sensible au flux sanguin, on peut aller quantifier les variations de perfusion cérébrale. Chez les nouveau-nés, on l'a fait au bloc opératoire pour mieux comprendre l'impact du bypass sur la perfusion cérébrale. Un dernier exemple, moi c'est probablement celui qui m'intéresse le plus, et d'ordre général c'est celui qui m'intéresse le plus, c'est les exemples un peu bêtes. C'est-à-dire souvent quand on a une nouvelle technologie, plutôt que d'aller chercher des choses compliquées, on peut revenir à des choses toutes simples et puis les expliquer. Et donc ça, c'est les bruits de Korotkov. En fait, quand j'ai commencé ma thèse de sciences dans le laboratoire Institut Langevin à Paris, le directeur du laboratoire, j'étais là depuis 6 mois, il est venu me voir un matin, il était tout excité, il s'appelle Michael Tanter, il est venu me voir, il dit, je suis allé à la Cité des Sciences hier avec mes enfants, et j'ai vu qu'il y avait des bruits pour la pression artérielle, et que c'était écrit que c'était dû aux turbulences du sang. Il me dit, je suis sûr que c'est faux. Parce que moi, j'ai vu des images de Doppler ultrasensibles, j'ai jamais vu de cavitation, de turbulence. Il m'a dit, il faut vraiment qu'on se mette là-dessus, c'était il y a 10 ans. Il faut vraiment qu'on se mette là-dessus, il faut qu'on comprenne et tout. Viens, tu vas travailler avec lui. Il s'appelle Jérôme Baranger. C'est un ingénieur que je connaissais pas. Donc, on a passé 8 ans à bosser dessus. Et l'idée, c'est qu'on a en fait mieux compris la physique derrière les bruits liés à la pression. C'est une histoire un peu folle, c'est que c'est Korotkov, c'est un chirurgien russe, qui a lié les bruits qu'il entendait au stéthoscope avec la pression. Et 100 ans plus tard, on ne savait pas d'où ça venait. Mais grâce à l'imagerie ultra rapide, on a compris que c'était une onde de cisaillement qui était générée par l'onde de pression qui allait impacter sur le stéthoscope. Alors, ça a l'air tout bête, hein. Bah ouais, c'est logique. Mais finalement, c'est intéressant parce qu'en comprenant mieux le phénomène physique, on peut comprendre un peu plus d'une manière sensible pourquoi parfois on a du mal à quantifier la pression artérielle.
Alors ça, c'était l'ultrafast. Alors, évidemment, c'est un peu théorique. On dit, bon, bah, c'est gentil, mais alors comment on fait? Et alors, nous, l'objectif qu'on s'est donné ensemble avec Pierre Jaïs et ses équipes, c'est de se dire, bah, on va essayer de créer un centre permettant de développer la technologie à l'IHU et puis de l'appliquer au CHU. Donc, on l'avait fait. Moi, j'ai passé 4 ans avant au Canada, à Toronto, et puis on a été les premiers. En fait, grâce à ce qu'on avait appris à Paris, avec la collaboration de l'équipe de Paris, on a bâti des systèmes, puis on était directement dans un hôpital. Donc, on pouvait l'appliquer au lit du malade, ce qui était super intéressant. On a essayé de faire pareil en utilisant la force de l'IHU, donc la force de toute la connaissance en cardiologie. Donc, pour faire ça, la manière dont c'est structuré, c'est qu'on a d'abord besoin d'une équipe, l'équipement et des collaborations. Donc, je vais balayer ça brièvement pour vous expliquer finalement ce qu'on est en train de lancer ici. Alors, en équipe, moi, je suis arrivé il y a quelques mois. Aujourd'hui, on est un tout petit nombre. Donc, il y a Maëlys Venet qui est importante pour moi parce qu'elle est venue travailler 2 ans à Toronto. Elle est également une experte en ultrafast. On l'a formée là-bas. Et donc, elle est actuellement chef de clinique au CHU dans le service de Jean-Benoît Tambo. Mais elle va passer du temps à l'IHU pour m'aider à développer le programme. On a 2 étudiants, je vais y revenir, qui sont aussi importants. Et dans le temps, on a déjà recruté du monde. Et donc, progressivement, vous allez voir des nouvelles têtes arriver. Sébastien Salès, qui est un chargé de recherche au CNRS, que je connais aussi depuis des années, qui est français, qui est aussi expert en ultrafast imaging, mais du côté plus physique fondamentale. Et une Master 2 et une thésarde qui va commencer en septembre, réanimatrice, experte en imagerie, qui va s'intéresser à la perfusion cérébrale. Je propose 2 étudiants, Pierre et Emma. Il faut venir le 12 avril, ils vont présenter leur projet. Et c'est important, ils font un super boulot. Ils ont commencé il y a quelques semaines, quelques mois, mais c'est important. Ils nous aident à développer le programme. Ils sont top. Alors, en termes d'équipe, si on voit un ordre général, vous avez vu le type d'application qu'on peut avoir. Une autre manière de le représenter, c'est de dire on a une technologie, on développe la technologie et puis on va aller l'appliquer dans différents domaines. Alors, une des manières d'illustrer ça, c'est de se dire, bah, tiens, en fait, on a plein de champs d'application. Essayons de créer des espèces de couples ingénieurs-médecins qui vont travailler sur les sujets. Moi, c'est ce que j'ai fait durant ma thèse. Et donc, naturellement, c'est ce qu'on essaie de dupliquer, pardon. Et donc, vous voyez, on essaie de recruter des gens qui vont se focaliser sur certains sujets, soit des médecins, soit des ingénieurs. Et donc, ce qu'on va avoir à l'IHU, ce qu'on a déjà plus ou moins, c'est des binômes, en fait, des partenaires entre ingénieurs et médecins pour développer la technologie avec un objectif applicatif. Alors, en termes d'équipement, alors déjà, on a un tout nouveau espace. Alors ça, je voudrais vraiment remercier Pierre et ses équipes. Ils nous ont permis, dès qu'on est arrivé, de se localiser et d'avoir également des capacités d'acheter finalement le matériel informatique, parce que je viens de vous expliquer que c'est un lien entre la physique acoustique et les ordinateurs, donc il nous faut des bons ordinateurs accessibles pour nous, sur lesquels on joue et qu'on développe. Et donc, on a ça. En parallèle, on a une petite salle où on fait de l'expérimentation ultrasonore. Vous êtes tous les bienvenus, c'est à la plateforme. Vous allez voir, il y a déjà plein d'équipements qui sont arrivés. J'ai ramené pas mal de choses de Toronto. C'est plein de choses qu'on utilise pour tester nos séquences ultrasonores. C'est des fantômes acoustiques, c'est des fantômes Doppler, des fantômes de stiffness, de rigidité. Il y a plein de choses. Et puis en parallèle, on bâtit nous-mêmes notre machine d'échographie. Ça vous paraît un peu fou, mais c'est comme ça. Comme c'est une nouvelle technologie, en fait, il n'y a pas d'industriel qui a les capacités de tout faire en main, d'avoir le hardware, software, etc. Et donc, là, vous voyez, c'est Jérôme Baranger, c'est le gars dont je vous ai parlé sur les cours de COS, qui est venu avec moi à Toronto pendant 4 ans, qui maintenant est de retour à Paris, mais il vient régulièrement pour nous aider à redévelopper ce qu'on a fait à Toronto. Et donc, ça, c'est une photo d'hier. Il était là hier et on est hyper content. On a testé pour la première fois tout l'équipement. Niveau à bout, ça marche très bien. On a refait finalement ce qu'on a fait à Toronto. On a les mêmes machines. Et donc, à propos de machines, 2 machines. On s'est donné ça comme objectif sur les 3 premières années. Une machine à l'IHU, une machine au CHU pour collecter des informations sur des projets précliniques et puis la même chose sur les projets cliniques. À propos des machines importantes, la première machine a vraiment été, ça a été grâce à Michel Essager et Rémi Dubois et Bruno Quesson qui ont eu un financement de région il y a 4 ans, je crois maintenant, mais qui, en entendant parler de mon arrivée il y a 18 mois, ils m'ont aidé. On a acheté la première machine ensemble et la deuxième a été achetée grâce à un financement de Sébastien Salès, qui est l'ingénieur qui arrive.
Alors, le dernier point, c'est finalement, si on a l'équipe, si on a l'équipement, bah, comment on fait pour l'appliquer? Et ça, je dois dire que depuis que je suis arrivé, j'étais hyper impressionné. C'est vrai, alors, l'IHU, l'IRIC, évidemment, c'est une énorme réputation, mais j'étais vraiment impressionné par la curiosité et la capacité des gens à très vite voir l'intérêt d'avoir une nouvelle technologie ultrasonore et finalement de penser à des collaborations créatives. Alors, ça revient au système de l'équipe projet, c'est-à-dire comment, à travers un petit noyau, aller plus loin et aller développer des projets. Donc là, désolé, c'est une slide très lourde, c'est juste pour vous montrer que finalement, au sein de l'IHU, il y a énormément d'équipes qui sont intéressées pour aller appliquer ce type de concept, ces explorations physiologiques par ultrasons, au sein de l'IHU, mais au sein du CHU également. Alors, c'est ma dernière slide. L'idée, technologie, c'est comme un slow motion par ultrason, en quelque sorte. Et puis l'application, je le redis, mais je le pense, c'est que des exemples. Je pense que il faut le repenser, il faut s'imaginer des nouvelles choses, et c'est ça qu'on espère faire dans les années à venir à l'IHU. Et enfin, dernière chose, on est en collaboration proche avec notre ancienne équipe à Toronto et qui on collabore toujours, on partage des données. C'était le deal, je dirais, pour ce transfert d'équipe et on est arrivé ici. Et puis avec l'équipe de Paris, chez qui j'ai fait ma thèse et que vous verrez assez souvent, il y a des gens qui vont venir parce qu'ils sont très très heureux de pouvoir maintenant travailler à l'IHU et réciproquement, nous on est très heureux de bénéficier de leur expertise. Voilà. Oui, j'ai une question. Extraordinaire. Est-ce que ces capteurs sont envisageables d'être mis sur de l'écho intracardiaque, cette technologie d'ultrafast pour un accès aux organes? Enfin, plus on est près de la source qu'on veut exploiter, mieux l'information est plus correcte. Donc, est-ce que tu as une timeline ou quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que... Merci Maëlle, parce que c'est une question très importante. Il y a deux questions. Est-ce que l'équipement est possible? La réponse est oui, c'est déjà disponible finalement. En fait, on pourrait déjà utiliser certains types de sondes cliniques pour les piloter nous-mêmes et faire de l'imagerie non focalisée, soit en ETO, soit des cathéters intracardiaques. Mais après, tu as dit d'une manière raccourcie, hein, mais tu as dit plus on est proche, mieux c'est. Pas toujours. En ultrason, finalement, c'est pas automatique. Parfois, c'est pas automatique parce on est collé à la paroi, etc., qu'on va mieux voir. Généralement, oui, hein, tu as raison, parce que mais pas toujours. Donc, c'est une piste très intéressante qu'on a déjà explorée, qu'on va continuer à explorer. Mais c'est pas si compliqué. En fait, il faut pas s'imaginer qu'il faut tout recréer. Il y a beaucoup de sondes cliniques. Tu vois, nous, on utilise des sondes J. On développe l'ultrason, le système ultrason lui-même, et on connecte des sondes General Electric, cliniques, à notre système. On a un partenariat avec eux pour avoir accès au backing, c'est-à-dire à la constitution de la sonde, mais on peut utiliser ça. Parce que là, c'est des éléments piézoélectriques que tu peux piloter. Alors, il ne faut pas trop qu'il y ait d'électronique dans la sonde, mais on peut y arriver. Et si vraiment, après, on va aller sur quelque chose de très exploratoire, je finirai ma réponse là-dessus, mais c'est intéressant à savoir, la plus grande compagnie au monde de développement de sondes ultrasonores s'appelle Vermont, elle est française. Elle est à Tours, on les connaît très bien. Et donc, si un jour on veut aller faire du développement de sondes acoustiques, c'est vraiment eux nos interlocuteurs. Et donc, c'est une chose qu'on pourrait explorer en fonction des applications, bien sûr. Parce qu'effectivement, tu as montré plusieurs applications. Une, en tout cas, qui nous intéresse ici à l'IHU, c'est effectivement les effets de la fibrillation auriculaire sur le cerveau. Mais au-delà des accidents ischémiques transitoires ou des AVC, c'est de comprendre effectivement en termes du risque qui est augmenté quand on a une fibrillation auriculaire par rapport à la démence, par exemple. C'est d'essayer de comprendre effectivement cette perfusion cérébrale. Est-ce qu'elle est liée au fait que c'est le cœur qui est irrégulier, donc un débit cérébral qui est un peu plus bas, ou s'il y a effectivement du matériel qui part pour créer ces espèces de micro-lacunes. Donc je me dis qu'effectivement, si la barrière avec la perfusion cérébrale chez les adultes, eh ben, effectivement, il y a le crâne qui empêche effectivement le passage de ces ultrasons. Et donc, effectivement, l'idée d'un truc embarqué
sur une échographie intracardiaque qu'on pourrait monter au niveau d'une carotide et avoir une vision assez élargie de la perfusion lors des patients qui font de la fibrillation auriculaire. Je pense que ça peut être aussi une voie de recherche. Je n'avais pas vu ce angle-là. Alors ça, c'est très ambitieux. C'est pas facile d'aller. On peut aller en champ très proche avec des petits capteurs. C'est pas facile d'aller voir très très profondément. On peut en reparler ensemble. Super. Je voudrais te remercier parce que je trouve que c'est absolument fascinant et enthousiasmant, toutes les perspectives que ça ouvre. Et puis, il y a peu de temps que tu es là et tout ça se met déjà en place avec tous ces binômes, tous ces projets. Il y en a un que je connais bien et merci d'y avoir participé. J'espère qu'on arrivera à le financer. Je pense que c'est aussi certainement des opportunités pour les chercheurs ici, au-delà des médecins. Il y a probablement des choses à faire sur les modèles et les thématiques que vous explorez. Je me suis demandé, j'avais plus en tête, pourtant j'ai lu certains de tes papiers que tu as eu la gentillesse de me faire parvenir. J'avais plus la notion que vous avez cette capacité à décrire finalement tellement plus simplement que l'IRM l'orientation des fibres. Parce qu'à l'IRM, c'est quand même tellement compliqué qu'en fait, c'est pas compatible avec la présence d'un patient dans l'IRM, tellement ça prend du temps. Il faudrait 24 heures. Donc, en fait, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi regarder sur des pathologies cicatricielles des ventricules? Et alors, nous, avec les arythmies ventriculaires, on en a à l'appel, alors des infarctus, mais pas que. Et c'est probablement... Alors, j'ai toujours pensé que ça devait jouer un rôle dans la vulnérabilité à l'arythmie. C'est probablement un des éléments. Et donc, ce serait peut-être intéressant de regarder ça. Et je me demande aussi si c'est quelque chose qu'on peut étudier sur une paroi aussi fine que la paroi des oreillettes. Parce que peut-être que là aussi, c'est un des éléments qui va déterminer la possibilité ou la probabilité pour qu'un patient fasse des tachycardies atriales après une ablation de FA qui consiste à isoler les veines pulmonaires, par exemple. Ou alors, peut-être que cette distribution des fibres, elle est impliquée aussi dans la vulnérabilité à la fibrillation atriale. Parce que voilà, il y a des familles dans lesquelles il y a des gènes propices et un certain nombre de personnes affectées, mais pas toutes. Peut-être que ça fait partie des facteurs qui viennent moduler l'expression des gènes connus pour favoriser la fibrillation. Enfin voilà, il me semble qu'il y a plein de choses à faire. Et je vous encourage tous à vous rapprocher d'Olivier parce que c'est une nouvelle modalité qui a l'immense intérêt à mes yeux de ne pas être encore très diffusée et donc de pouvoir voilà, nous permettre d'être encore à la pointe pendant un certain temps sans doute grâce à toi. Ouais, non, je suis d'accord, on a tout pour. Peut-être un micro-commentaire sur les applications que tu as citées qui sont fascinante. Deux commentaires techniques, l'orientation des fibres, mais intéressant, j'en parlais avec Rémi il y a quelques mois, si je ne me trompe pas. On a été un peu déçus. C'est vrai qu'on a montré qu'on savait le faire, c'était en 2017. Puis après, ça n'a pas très bon prix, principalement parce que l'ultrafast en 3 dimensions n'était pas assez mûr, je pense, pour différentes raisons. Et d'une manière intéressante, 7 ans plus tard maintenant, je pense qu'on est plus fort là-dessus. Et notamment, Sébastien Céleste, qui nous rejoint, lui est expert en ultrafast 3D. C'est un de ses sujets de prédilection. Donc, c'est extra parce que moi, j'ai envie de réinvestir ça. J'ai beaucoup moins fait ça depuis quelques années et on va le faire. Donc, ça, c'est bien. Et puis, sur l'oreillette, c'est drôle parce que tout le monde me parle de l'oreillette depuis que je suis arrivé. Moi, j'ai jamais exploré l'oreillette en ultrafast.
je faisais que ventricule gauche, puis à Toronto, on a fait ventricule droit parce qu'on devenait curieux. Un peu comme le strange, je dirais. On s'est focalisé au début que sur le ventricule gauche, puis on est sur le ventricule droit, puis maintenant on va aller sur les oreillettes. Je sais pas, mais tout porte à croire qu'on va avoir de belles choses, que je vois pas pourquoi techniquement on n'y arriverait pas. Magnifique. Ça nous promet un bel avenir. Merci beaucoup et on est très heureux de t'accueillir au Lyrique encore une fois. Merci. Eh bien, bonjour à vous tous. Alors moi, je ne vais pas vous parler de science. Je vais vous faire un retour sur le mécénat et voir comment le mécénat vient en appui de vos travaux de recherche. Alors, c'est pas de la science, mais il y a une organisation, il y a une stratégie qui est développée. Alors, je vous rappelle juste qu'effectivement, en 2018, on s'était dit on va se lancer dans le mécénat et on a affiché une ambition folle, c'était d'aller collecter 10 millions sur 5 ans. Alors, quand on l'a jamais fait, on se dit c'était quand même assez impressionnant au début et donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Alors il y a une vraie stratégie, il y a des équipes qui sont en place. Une équipe qui est là pour nous soutenir, c'est notre comité de campagne qui jusqu'à présent à sa tête était Michel Vounatsos, qui est président du conseil de gestion. Et maintenant, c'est Frédéric Duponchel qui est à la tête du comité de campagne, en appui avec la région Aquitaine représentée par François Janson, des donateurs américains, Marc et Laura Bellé, que vous connaissez, qui sont déjà venus nous rendre visite, un autre donateur, Monsieur Magret, qui représente le château Pape Clément, Marc Prikaski, qui est donateur également PDG de Seva Santé, Brigitte Speckmayer, qui représente Boston, qui est également un gros donateur. Et puis, on a intégré un nouveau membre dans ce comité de campagne, qui est Jean-Paul Callès, que vous connaissez également, puisque ces équipes sont venus ici, et puis on a eu des événements avec, notamment en termes de rugby, puisque les équipes de Lyrique ont affronté aussi les équipes de Capingélec en novembre dernier. Il y a également ce comité de campagne, bien sûr, il y a aussi une équipe qui est en soutien. Alors l'équipe mécénat, donc moi-même, il y a Anne-France, Florine, et puis la communication qui est un petit peu aussi à l'interface entre le mécénat et puis tout ce qui est comment on communique mieux sur le mécénat. Alors, je vous montre les chiffres qui sont notre business plan. Vous voyez que chaque année, l'équipe mécénat doit aller collecter ce montant. Donc là, on est en 2024, on doit aller collecter 2 millions. Et en rouge, ce sont ce qu'on a collecté. Donc en 2024, nous sommes au mois de mars, bientôt début avril. Eh bien, on doit collecter 2 millions. On a collecté déjà 1,1 million. Donc il reste encore du travail. Si on regarde sur la totalité de la collecte, sur ces 10 millions qu'on doit aller chercher, comment on se positionne? Eh bien, d'ici à fin 2024, on aura collecté, quand on finira nos comptes, actuellement 8,4 millions. Donc c'est super, on peut faire un applaudissement déjà, ce sera... Je m'auto-félicite. Voilà, merci Amanda. Donc nous avons collecté 8,4 millions et puis le truc sympa, c'est qu'au-delà de 2024, on a quand même aussi provisionné 1,7 million jusqu'à 2028. Alors, c'est 1,7 million jusqu'à 2028. Voici la répartition. Pour 2025, puisque bien sûr, notre campagne se termine en fin d'année, mais vous pensez bien que compte tenu des finances, du contexte financier, il va falloir continuer à collecter chaque année, au-delà d'une campagne, un certain montant. Donc pour 2025, si on se projette, eh bien on a déjà collecté 740 000 euros. 2026, un demi-million. Et bien sûr, on va continuer. Alors, ce petit zoom mécénat là, pendant ce café IHU, c'était pour vous montrer que sur ces 10 millions, effectivement, comment nous, on vient en appui sur vos missions. Et qu'est-ce qu'on fait de ces 10 millions? Je vous rassure, on ne part pas en voyage, on ne fait pas des trucs hyper fancy, on est vraiment là pour être en appui de vous. Alors, sur ces 10 millions,
on n'a pas encore tout à fait 10 millions, mais en fait, sur la collecte qui a été effectuée, vous voyez qu'il y a 57% de cette collecte qui est non fléchée, c'est-à-dire qu'elle vient financer les missions générales de l'IHU, qui peuvent être de la formation, de la recherche, du soin et de l'innovation. Et vous avez 43% qui sont dédiés à la recherche. Et ces 43%, c'est 4,3 millions sur la totalité de la campagne sur les 5 ans. On va voir un peu en détail sur quel secteur ils sont attribués. Vous voyez que sur le programme éducation, sur ces 4 millions, vous avez un tiers qui sont dédiés au programme éducation, et ça, c'est grâce aux dons de Medtronic, en partie Boston, et puis Biosense qui sont fléchés sur l'éducation. Vous avez 41% qui sont fléchés pour les projets de recherche per se. On va voir un peu plus en détail la suite. Donc ici, par exemple, si on regarde les 41% qui sont fléchés pour la recherche, ça représente environ 2 millions, eh bien, vous voyez qu'il y a 70 000 € qui sont dédiés au développement d'un cathéter pédiatrique avec ZAC. Le cathéter sans fil, c'était la King Baudouin Foundation du Canada pour 5 000 €. Le projet porté par Pierre Dos Santos, Pianola, financé à hauteur de 105 000 € par la Fondation Obélisque et le fonds de dotation Rondeau. Sur le projet de la privation de l'œstrogène et l'impact sur la fonction cardiaque, c'est le projet Mandarine, il y a eu 200 000 €. Sur la mort subite cardiaque, Biosense a donné 600 000 € sur un projet de 3 ans. La Fondation Bettencourt, donc ce projet-là a été porté par Michel Aissaguer et puis Olivier Bernus. L'appel à projet interne qui est financé entièrement, donc on a commencé l'appel à projet interne, c'était qu'en 2019, je crois, Olivier, si tu es là, je ne sais plus, ou 2020 18. Voilà, donc tout ça, c'est financé par le mécénat. Eh bien, si on regarde au bout du bout, eh bien, on a financé 270 000 €. La mort subite cardiaque est un projet financé par la Fondation Bettencourt, qui est le projet de Olivier Bernus, pratiquement un demi-million. Alors vous pouvez dire que ça ressemble à des grantes, et c'est pourquoi on les met dans le mécénat, parce qu'en fait ces fondations ont été approchées par les équipes du mécénat. Et donc c'est à nous aussi de les convaincre de financer nos projets, et la sélection des projets n'est pas la même que si vous soumettez directement sur le site de telle ou telle fondation. C'est en ça qu'on les a mis dans le mécénat. Quoi d'autre? Voilà. Et puis le prix Cadence que certains d'entre vous ont eu récemment, eh bien, ça représente 21 000 € pour l'IHU. Donc au total, on a 2 millions qui sont dédiés à la recherche. On a également 2,3 millions qui sont fléchés sur d'autres missions. Donc, comme je vous le disais, l'éducation, qui est quand même une grosse partie, c'est 31%, 1,3 million. Tout ce qui est scanner et plateforme de bio-ingénierie, eh bien, il y a 660 000 € par le mécénat, des bourses de mobilité, et puis effectivement du matériel, comme notamment ici où on voit Rémi en grande discussion avec ce monsieur de PNY sur les serveurs, puisque ça fait déjà 2 fois qu'ils nous financent, enfin qu'ils ont mis en place à disposition un serveur qu'ils ont upgradé, et tout ça, eh bien, ça a représenté, je crois, 120 000 € de mémoire. Alors, je voulais revenir sur les temps forts de 2023. Si vous avez lu le bilan du mécénat 2023, on a essayé de faire cette frise au travers d'un ECG que vous remarquerez tous, il est bien sûr normal. Hein. Et donc, eh bien, vous voyez que sur ces événements forts, les équipes mécénats ont été là aussi de façon assez importante, hein, puisque c'est plus de la moitié du temps, ces temps forts sont liés aux équipes mécénat, avec notamment, bien sûr, la JPO, la journée porte ouverte qui a été faite en septembre, qui a été un gros travail pour faire de cette journée ce qu'elle a été. Alors, quelles sont les actions que l'on déroule là d'ici à la fin 2024?
Donc, on prend en charge, on développe un site dédié aux patients où les patients vont trouver une information la plus pertinente possible et puis surtout la plus démocratisée possible. Et c'est pour aider les patients et puis bien sûr leurs proches. La version bêta sera disponible en septembre. Et puis, si vous regardez bien en bas à gauche, nous avons notre petite mascotte du site pour laquelle vous avez voté. D'autres actions également qui sont la campagne grand public. Vous avez dû voir beaucoup de posts sur les réseaux sociaux qui, effectivement, pendant 2-3 ans, la vocation première est vraiment de sensibiliser le plus de monde possible, de nous faire connaître au travers des réseaux sociaux pour que l'IRIC devienne vraiment une marque en soi. Alors, on ne reprend pas tout à fait le même électrocardiogramme, mais on vous montre les perspectives pour 2024. Donc, en avril, comme vous le savez, on a une signature de convention avec l'UBB qui devient mécène de l'Institut. Ça fait 2 ans qu'on leur court après. Ben oui, donc il court vite, alors il fallait vraiment voilà. Donc et j'espère que vous serez tous, c'est le mardi 30 avril, j'espère que vous serez nombreux à venir pour la signature de ce partenariat. Il y a également des actions de sport qui sont en train d'être mises en place. On refera le match de rugby fin d'année avec les équipes de Seva, Capingélec et l'IRIC, bien sûr, pour avoir aussi un petit chèque en 2025 remis au Stade Chaban-Delmas. On prévoit de faire une journée avec les Lions de l'UBB sur la prévention des maladies cardiovasculaires, comment on prend soin de son cœur et tout ça. Donc ça, c'est en train d'être monté. Également, les rencontres connectées ont eu lieu. On a commencé un rendez-vous trimestriel de rencontres connectées, dont la première a eu lieu il y a quelques semaines sur les femmes et les maladies cardiovasculaires. La prochaine aura lieu en juin avec les Lions sur le cœur et le sport. Donc, j'espère que vous serez nombreux à vous connecter. Et puis, au mois de juin, il y a le 9 juin, je crois, la course des héros. Et je vous invite tous à vous y inscrire, puisque c'est aussi également un moment de collecte. En mai, il y aura une collecte avec la Chambre de commerce de Chicago. On monte avec l'équipe un événement de prospection et de collecte sur Paris au mois de mai et au mois de novembre. Un autre fin juillet sur Cap-Ferré. Les journées portes ouvertes, pour l'instant, on a fixé une date, mais on n'a toujours pas commencé à y travailler. Il va falloir qu'on y travaille. Et puis ensuite, comme chaque année, on essaiera de solliciter le maximum d'entre vous pour venir aider à mieux faire connaître nos missions. Ici, au mois d'octobre, le 4 octobre exactement, il y aura notre couple américain, Marc et Laura Bailey, qui seront là avec une partie de leurs amis, une dizaine de personnes qui seront là, et on refera à peu près le même événement qu'en 2022, c'est-à-dire qu'ils passeront une matinée ici à visiter l'Institut, et ça se terminera par une soirée au château Pape-Clément. Et puis effectivement, d'ici la fin de l'année, notre campagne grand public. Voilà, donc pour terminer, eh bien, écoutez, on voulait remercier notre club des ambassadeurs, hein, merci à vous tous, mais au-delà qui sont effectivement nos agents spéciaux, on va dire, qui viennent nous accompagner sur tous nos événements, mais au-delà des ambassadeurs qui sont affichés ici, ce club des ambassadeurs, en fait, il existe déjà depuis plusieurs années, et tout le monde n'est pas représenté ici, puisqu'il y en a qui ont quitté le club, qui ont qui ont fait du bénévolat pendant un certain temps et puis qui se sont retirés, mais
Donc, ce club, en fait, il est beaucoup plus grand que ça. Et puis, même ceux qui n'ont pas participé au club, eh bien, en tout cas, on tenait à vous remercier pour toute l'aide que vous apportez au mécénat, et notamment au niveau lorsqu'on fait des visites de nos prospects, eh bien, vous êtes là également pour expliquer votre métier. Donc, voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur le mécénat. Et donc, eh ben, on continuera à vous solliciter tout au long de l'année. Merci beaucoup. Merci à toi pour toute ton énergie et ton investissement là, dans la cause. C'est vraiment impressionnant. Et puis, merci aux équipes de mécénat et de com qui sont particulièrement investis. Tout le monde en fait, hein, mais voilà, on sait bien que c'est devenu impossible pour le lyrique de fonctionner comme on le fait sans cet apport financier. Donc il faut que ça continue et qu'on soit toujours aussi efficace sur ce programme-là qui est tout à fait vital et d'une main de maîtresse. Bravo. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'effectivement, l'attribution des fonds mécénat, hein, ce n'est pas une personne qui décide. Moi, je ne suis pas là en charge pour dire il y aura du mécénat qui va aller à telle personne ou telle personne. La décision, elle est collégiale au sein de la direction et du comité de direction. Donc, il n'y a pas de préférence pour l'un ou pour l'autre. C'est vraiment en fonction des axes stratégiques qu'on a décidé de porter. Est-ce que vous avez des questions pour Mélèze sur le mécénat ? Du coup, ça, en tant que chercheur qui a des projets de recherche, je voulais demander, c'est quoi le protocole ou la procédure de suivre si on veut voir si nos projets peuvent être financés par le mécénat? Alors d'abord, effectivement, il faut vous rapprocher des équipes de mécénat pour voir comment on peut... En fait, l'idée, c'est pas de se dire, tiens, j'ai un projet, je vais aller voir les équipes mécénat pour voir sur ce qu'ils ont, comment ils peuvent financer mon projet. C'est en fait, tu as un projet, tu as du mal à le faire financer par une bourse ou n'importe, et tu viens voir les équipes mécénat en disant, voilà, moi, c'est à peu près ce niveau, ce montant d'argent qu'il me faut pour développer ci, ça. Et donc, nous, dans nos mécènes ou dans toutes les rencontres qu'on peut faire, on se dit, tiens, peut-être que Laura, il faut que je la connecte avec la MGEN si elle recherche par exemple 30 000 €, ou il faut que je connecte Olivier avec la Fondation Bettencourt parce qu'on a parlé de la mort subite et ils sont intéressés. C'est dans ce sens que l'équipe mécénat aide, mais ce n'est pas l'équipe mécénat, vous n'allez pas voir l'équipe mécénat pour dire tiens, moi il me faut 40 000 € pour financer mon truc, voilà, est-ce que vous pouvez me donner 40 000 €? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, n'hésitez pas, même si vous avez parce que bien sûr, si vous regardez le mur des donateurs, on a des donateurs jusqu'à 1 million, même des donateurs anonymes qui donnent plus d'un demi-million. Mais n'oubliez pas que vous avez aussi des donateurs qui donnent un peu, comme par exemple, je ne sais pas, je dis la MGEN, elle peut financer des petits projets ou un stage pour un M2 de l'ordre de 3 000 €, 6 000 €. Ne vous dites pas, je ne vais pas aller voir l'équipe mécénat pour une petite somme. N'hésitez pas à nous solliciter parce qu'il y a plein de gens qui effectivement veulent donner pour un projet particulier, mais avec un montant qui, bon, va être en dessous de 5 000 €. Donc avec ça, on ne peut pas faire beaucoup, mais ça peut aider en tout cas pour certains d'entre vous, pour du petit matériel, pour payer un stage. Donc je vous encourage vraiment à vous rapprocher des équipes. C'est l'heure du café maintenant, c'est ça? Merci à tous, bonne journée. Merci encore.